qui est avec Lucie Cézanne, avec Esmeralda, sa collaboratrice, moi-même, les membres du bureau, à votre disposition pour vous accompagner dans le cadre de ce mandat. C'est bien dans cet esprit qu'avec Mairie 2000, qui est une structure très proche de l'Association des maires de France, avec aussi le réseau de la quarantaine de collaborateurs de l'AMF nationale, nous sommes là pour vous accompagner dans vos premiers pas d'élus locaux pour certains d'entre vous et pour ceux qui sont réélus, pour approfondir, et c'est un sujet sans fin, votre connaissance des dispositifs indispensables à une bonne mise en place et à une bonne gestion de votre collectivité locale. Voilà, j'en dirai pas plus. Je dis simplement qu'on est pour l'instant en visioconférence compte tenu de la problématique des déconfinements post-Covid. Nous aurons évidemment des moments plus agréables et plus directs à partager parce qu'un réseau comme le nôtre ne constitue pas simplement un réseau de compétences, c'est aussi et surtout un réseau humain sur lequel il faut pouvoir travailler et ne pas hésiter à s'appuyer. Et puis, ce qui sera très intéressant dans un deuxième temps, c'est pour les nouveaux élus de repérer les collègues de notre département qui ont les mêmes problématiques que vous. Et vous verrez qu'on constituera rapidement une source et une base de données particulièrement efficace lorsque vous serez confronté à des difficultés dans la gestion de votre mandat ou quand vous aurez des dossiers à porter complexes. Voilà, bienvenue sur notre plateforme. Merci à Nathalie et à toutes ses équipes de nous accueillir. Et puis, je vais laisser la parole donc à M. Christophe Rigobonnet, qui va donc vous exposer les premiers éléments nécessaires à la thématique du jour. Et puis, vous aurez évidemment la possibilité, selon une méthode que Nathalie va vous rappeler, de converser, de demander des précisions. Et le support qui va vous être projeté, excusez-moi, ce soir sera évidemment à votre disposition par mail prochainement via notre association départementale. Voilà, je vous ai dit l'essentiel. Bon mandat, bonne formation de ce jour. Et vous le savez également, puisque je ne ferai pas de conclusion ce soir, je serai parti avant. Vous aurez également des thématiques sur d'autres visioconférences sur lesquelles vous êtes peut-être déjà inscrits. Et si vous n'êtes pas inscrit vous-même, vous pouvez demander et suggérer à celles et ceux qui vous entourent dans l'exercice de votre mandat, vos collègues de conseils municipaux, de s'y inscrire, puisque évidemment cette formation est gratuite et universelle pour tous les élus du bloc communal. Bonne soirée et puis je vous laisse la main, Nathalie. Merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, je ne sais pas s'il est nécessaire de faire vraiment, puisque je vois que ce sont… Lucie, penses-tu qu'il soit nécessaire de refaire un petit mode d'emploi? Mettez-moi, alors, ceux qui arrivent, dites-moi si vous voulez, comme on n'est pas nombreux, on peut ouvrir les micros. Est-ce que vous avez besoin qu'on vous explique un petit peu le mode d'emploi de cette interface? Non? Ça a l'air d'aller. Madame Philippi, il faut brancher votre micro si vous voulez qu'on vous entende. Alors, là, j'active. Ça y est. Non, mais là, Christophe, si je dois faire le mode d'emploi, ça ne va pas le faire. Alors qu'il voulait faire avancer, hop, j'arrête. Madame Philippi, attendez, j'active votre… J'arrive pas à l'activer. Bon, allez, je vais le faire rapidement. Ça va être vite fait, comme ça. C'est bon? Oui, on vous entend, oui. Madame Philippi. Ah, super. Bonjour, oui, je suis candidate au second tour dans le dévolu, donc moi, je n'étais pas là hier soir. Bon, alors je vais faire un petit rappel de la façon dont l'interface fonctionne. Donc, vous l'avez repéré puisque vous avez ouvert votre micro en bas à gauche. Voilà, vous avez le micro, la caméra. Ici, ça, c'est utile. Si vous voyez que ça lag un petit peu, vous pouvez couper votre caméra. Je dis ça je ne l'ai pas dit hier pour tout le monde. Hein. Quand on manque de bande passante, il faut couper les caméras. Vous avez ensuite au milieu des petits pictos participants et converser. Ce sont ces deux-là qu'il faut retenir. Celui du milieu en vert, c'est pour partager votre écran, donc ça ne vous sera pas utile. Et donc, voilà, je vais peut-être le mettre en grand écran. Voilà, ça sera mieux. Voilà. Donc, quand vous cliquez sur ce petit pictogramme, vous avez la liste des participants qui s'affiche à droite. Oui. Voilà. Et lorsque vous cliquez sur « Converser », celui-là,
Vous avez le chat à droite également qui vient s'insérer sous la liste des participants. C'est dans cet espace-là que vous pourrez taper, poser vos questions par écrit si vous ne voulez pas les poser par oral. Voilà. Et alors, pour les questions, n'hésitez pas, on les note au fur et à mesure et on y revient en fin de réunion, sauf si M. Rigobonnet veut, enfin, il va vous expliquer ça s'il veut, après chaque chapitre, prendre un petit temps pour vous laisser la parole. C'est à lui de définir ça, on verra ça avec lui. Et vous avez donc également la possibilité de demander la parole ici en cliquant sur « Lever la main ». Je ne sais pas si vous le voyez. En dessous de moi, je suis sur un smartphone, alors c'est très petit. Ah oui, alors là, évidemment, je n'ai pas le mode d'emploi sur le smartphone. C'est embêtant. Ne vous inquiétez pas. Bon, donc voilà, en gros, les fonctionnalités essentielles. Participants, converser, et évidemment, le bouton converser étant le plus important, c'est celui qui vous permet d'interagir. Voilà, je vais arrêter ce partage et je vais laisser M. Rigobonnet ouvrir son diaporama et se présenter. Hop, je suis Christophe Rigobonnet. En même temps, j'essaye de retrouver... hop. Voilà. J'avais perdu la partie conversée que j'essaie de m'afficher en même temps. Donc voilà, hop. Donc, je suis Christophe Rigobonnet, je suis directeur de la réglementation de l'état civil et des élections à Carcassonne et j'interviens de temps en temps pour le CNFPT ou pour l'Association des maires de France. Donc sur le conseil municipal, alors par rapport à ce qu'a dit Nathalie, en précision, si vous posez des questions sur le chat, s'il n'y en a pas trop en même temps, entre guillemets, j'essaye de les lire et de les suivre en même temps pour pouvoir essayer d'y répondre en instantané ou de vous dire que j'y répondrai un peu plus tard suivant l'évolution du support. Petite précision aussi, j'ai volontairement fait un support assez dense qu'il vous sera transmis par votre association locale, tout simplement pour que vous puissiez vous y référer un peu plus tard si vous avez besoin. De ce fait, à certains moments, j'irai un peu plus vite sur le diaporama. Donc, on va rentrer sur le vif du sujet. Volontairement, j'ai mis une petite slide de rappel, tout simplement sur le tableau du conseil municipal parce que je travaille assez étroitement avec mon collègue de la préfecture de l'Aude et encore ce matin, nous en avons discuté, certaines communes se trompent, j'oserais dire, en préparant le tableau. Donc, je me permets de faire un petit rappel. J'oserais dire que le tableau du conseil municipal, c'est un petit peu l'ordre protocolaire des élus, en mettant beaucoup de guillemets au mot protocolaire. Tout d'abord, c'est très simple, en particulier quand on est, comme en cette période, sur un renouvellement général. Donc, qu'est-ce que c'est que l'ordre du tableau? C'est la façon dont sont placés les élus. Simple sur la partie haute du tableau, le maire suivi des adjoints par rapport au numéro des adjoints qu'ils ont, suivi des conseillers municipaux. Je commence à le dire d'entrée, ce n'est pas parce que vous aurez donné une délégation à un conseiller municipal qui va se retrouver devant. C'est-à-dire que la délégation, conseiller municipal délégué, n'est pas dans l'ordre du tableau avant un conseiller municipal, j'oserais dire simple. Pour définir après les adjoints, c'est assez simple. Premièrement, on regarde l'ancienneté de l'élection. Lorsqu'on est sur un renouvellement général, l'ancienneté est identique à tout le monde. Après avoir regardé la date d'élection, deuxième élément, c'est le plus grand nombre de scrutins. Deux cas de figure. Sur les communes où on vote par liste, c'est en priorité les élus de la liste qui a fait le plus gros score, suivi de la deuxième, suivi de la troisième, quatrième, si c'est le cas. Sinon, c'est tout simplement par rapport au nombre de suffrages que l'on a obtenus. Et ensuite, s'il y a égalité en nombre de voix, il s'agit tout simplement de l'âge. Comme vous le savez, régulièrement dans le code électoral, puisque l'ordre du tableau est issu du code électoral, c'est tout simplement le plus ancien qui est prioritaire. Donc voilà un petit rappel sur l'ordre du tableau.
dans les petites anecdotes parfois, la parité ne rentre pas en ligne de compte, ni le nombre de mandats qu'on a effectués. L'ancienneté, c'est bien sur l'élection. Ce n'est pas parce qu'on aura fait 7 mandats qu'on se retrouve devant quelqu'un qui en a fait un, tout simplement. Allez, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet sur le conseil municipal. Tout d'abord, la convocation. J'ai mis quelques petites photos pour animer mon support, je le dis d'entrée, sur 2 communes. La première, c'est la commune de Trèbes, qui est la commune où je réside, ma commune de cœur, qui est un petit peu connue depuis quelques années, malheureusement, pour divers événements qui se sont produits. Et la deuxième, c'est la ville de Carcassonne, sur laquelle je travaille. Alors, la convocation du conseil municipal. Quand c'est que le maire réunit le conseil municipal, j'ai bien dit le maire, puisqu'il est à sa charge de convoquer le conseil municipal, ben, tout simplement, il réunit le conseil municipal chaque fois qu'il en juge utile. D'accord ? Petit rappel aussi, logiquement, d'après le CGCT, il est utile de convoquer le conseil municipal au moins une fois par trimestre. Mais je vous le dis d'entrée, il n'est prévu nulle part une sanction si ce délai n'est pas respecté. Les 2 autres cas de convocation du conseil municipal, le premier, c'est un cas de demande du préfet ou du sous-préfet, où là, vous avez une obligation de le faire. Idem, si vous avez une majorité des membres du conseil municipal ou le tiers des membres qui en est un exercice qui vous impose de faire cette convocation. Petit rappel d'entrée, en cas de refus de votre part en tant que maire de convoquer le conseil municipal dans ces 2 cas de figure, le juge considérera qu'il s'agit d'un abus de pouvoir de votre part et vous pourriez être sanctionné. Donc, on revient sur la convocation classique, j'oserais dire, chaque fois que vous en jugez l'utilité et au minimum, une fois par trimestre. Ce n'est pas parce qu'on aura mis un planning, dans certaines communes, en particulier souvent dans les plus petites, on met un planning annuel des réunions du conseil municipal en fixant un jour, style premier lundi du mois, que derrière, vous n'aurez pas eu l'obligation de convoquer le conseil municipal. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'on a rédigé un planning qu'on doit s'absoudre d'avoir la convocation. La convocation reste une obligation et à chaque fois, le maire doit convoquer son conseil. Quels sont les délais de convocation du conseil municipal ? 2 types de délais, suivant la taille de la collectivité. Si c'est une commune supérieure à 3500 habitants, le conseil doit être convoqué au moins 5 jours francs. On verra après comment on le calcule. Ou si c'est une commune inférieure à 3500 habitants, il s'agit de 3 jours francs. Ces chiffres que je vous donne, ces délais sont bien évidemment les délais les plus courts. Rien ne vous interdit de convoquer votre conseil municipal 10, 15, 30 jours à l'avance. D'accord ? Vous avez cette liberté. Un petit cas exceptionnel, un conseil municipal d'urgence. À ce moment-là, le délai passe à un seul jour franc. Cependant, je vous le dis de suite, le conseil municipal d'urgence doit rester une exception. Vous pourriez être sanctionné par le juge si, à chaque reprise, vous convoquiez un conseil municipal sur un jour franc. L'urgence, c'est à vous de la définir par rapport à un événement ou par rapport à une obligation que vous auriez. D'accord ? Cependant, vous avez la possibilité de rajouter un sujet à l'ordre du jour. On va voir après qu'il y a une obligation de toujours préciser l'ordre du jour du conseil municipal. Vous pourriez avoir donc un sujet qui tomberait hors de ce délai alors que vous avez convoqué déjà votre conseil municipal et rajouter un conseil municipal d'urgence sur la date de votre conseil municipal pour étudier un sujet spécifique. Comment on calcule le délai du conseil municipal ? Bien, vous avez la slide qui vous l'explique. Rien à dire de particulier. Voilà, c'est là-dessus.
La convocation par elle-même. Premier élément, une irrégularité d'envoi de la convocation, l'absence d'ordre du jour ou l'absence tout simplement de convocation, style par exemple si vous avez prévu en amont un planning en disant le conseil municipal se réunira tous les lundis du début de mois, l'absence de convocation d'un conseil municipal vaut nullité du dit conseil. Donc, obligation de convoquer le conseil municipal. Comment on le convoque? Petit rappel, j'oserais dire, même si peut-être pour certains ça sera une nouveauté, mais simplement depuis le 27 décembre 2019, vous avez une obligation de convocation de manière dématérialisée. La règle aujourd'hui est la dématérialisation de la convocation. L'exception est la convocation papier postal. L'exception est faite par un conseiller municipal qui en ferait la demande. Bien évidemment, comme on est dans les débuts, je suppose largement que le juge ne vous en tiendrait pas rigueur si lors d'un premier ou des 2 premiers conseils, la convocation reste de façon globalisée en papier, le temps que vos services, que votre secrétariat de mairie puisse récupérer la totalité des mails pour pouvoir avoir cette base, pour pouvoir adresser ensuite la convocation du conseil. Je suis un petit peu sec, j'oserais dire, sur les éléments par rapport à cette convocation dématérialisée, puisqu'on est tout simplement dans les débuts. Le seul élément que je pourrais vous rappeler, on est bien sur une méthodologie de convocation. Quand je vous dis ça, c'est la manière d'envoyer la convocation. Ça veut dire que sur le principe, à mon sens, la convocation reste bien personnelle et vous devez veiller à ce que les élus aient bien reçu, à savoir bien évidemment mettre dans votre mail un accusé de réception et bien convoquer individuellement chaque élu. Je suppose que si vos éditeurs de logiciels, pour ceux qui ont la chance d'utiliser un logiciel pour la convocation et pour la gestion du conseil municipal, rapidement, ils feront les mises à jour pour vous permettre d'avoir ce moyen de convocation dématérialisé. La forme par elle-même de la convocation, je vous rappelle, alors premier élément tout simple, c'est qu'il n'y a pas un modèle type. On a des obligations de mettre, style bien évidemment le nom de la mairie. L'ordre du jour, je commence à le dire, à le répéter, il y a une obligation d'inscrire l'ordre du jour, bien évidemment le jour de la convocation, l'heure et le rappel du lieu de la convocation, de la salle du conseil municipal. On verra tout à l'heure qu'est-ce que c'est que cette salle. Par contre, je vous rappelle qu'il y a une obligation de publicité de cette convocation. Tout d'abord, dans le registre des délibérations, les registres, on les verra un peu plus tard. Pourquoi? Parce que vous devez apporter la preuve que vous avez bien convoqué votre conseil. Et ensuite, je le dis, le conseil municipal étant public, conformément à la règle, vous devez l'afficher sur la porte du conseil, c'est la porte de la mairie, pardon. Aujourd'hui, la porte de la mairie, c'est plus souvent le panneau d'affichage dédié à l'affichage réglementaire de la collectivité, où on doit publier et informer la population de la tenue du dit conseil. Le lieu de séance. Alors, sur le principe, il y a une relative souplesse. À la différence du tout premier conseil municipal pour l'installation, logiquement, il se fait dans la mairie, bien évidemment hors période de Covid, puisque pendant la période de Covid, on avait la possibilité de réunir notre conseil à différents lieux. Je rappelle que l'AMF nous a fait passer il y a 2 jours, mardi, l'information comme quoi un certain nombre de modalités étaient prolongées pendant un certain temps. Suivant les éléments, ce n'est pas la même date. Par exemple, on a la possibilité toujours de faire des conseils en visio ou la possibilité d'aller dans une autre salle que la salle prévue logiquement à l'effet du conseil pour pouvoir garder les gestes barrières et la distanciation sociale. Mais l'AMF a adressé ces informations mardi, si je ne me trompe pas. Je reviens sur la salle classique. L'idée, c'est que c'est assez souple. L'idée, c'est de permettre
d'avoir une salle qui permet aux élus de pouvoir travailler et délibérer de façon normale et dans les meilleures conditions. Cette salle doit avoir une obligation de neutralité. Elle ne doit pas être un lieu où les élus pourraient être sous pression lors de leur vote. On verra ensuite dans le règlement intérieur un peu plus tard, mais vous avez la possibilité dans le règlement intérieur de fixer le positionnement des élus autour de la table du conseil. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, il n'y a pas une règle absolue. On est plutôt sur une tradition qui vaut où souvent on met autour du maire à droite et à gauche les adjoints, suivis dans l'ordre du tableau les élus. C'est le cas à Carcassonne, dont vous avez la photo qui illustre ma slide de la salle du conseil municipal de la ville de Carcassonne, où au centre, vous avez le maire entouré de sa première et de sa deuxième adjointe. Puisque je vous dis première et deuxième adjointe, de ce fait, on parle du conseil sortant, puisque maintenant, cette parité ne permettrait plus d'avoir une première et une deuxième adjointe, puisqu'il doit y avoir une parité à 1 pour 1 pour les adjoints. Un petit rappel aussi, pour diverses raisons, en particulier des raisons de travaux, vous pourriez changer provisoirement votre salle du conseil. Cependant, elle doit permettre d'accueillir le public, puisque je le dis, je le répète, le conseil municipal est un lieu public. Voilà, globalement, on va voir tout à l'heure sur la gestion de ce public, comment la salle doit être composée. La convocation par elle-même du conseil municipal. Comme je le disais il y a quelques minutes, il n'y a pas un CERFA pour la convocation du conseil municipal. Vous n'avez pas un exemple type. Il y a simplement des modalités et des éléments qui sont indispensables au conseil, à la convocation du conseil. Je redis, date, lieu, heure, le nom de la ville et surtout l'ordre du jour. Il est impératif de préciser l'ordre du jour. Je vous le redis, s'il n'y a pas l'ordre du jour dans la convocation, le conseil est considéré comme nul. Les points à l'ordre du jour doivent être annoncés et doivent être clairs. Les élus qui sont convoqués doivent savoir en amont sur quoi ils vont devoir se positionner. Plusieurs éléments. L'idée n'est pas de transmettre la totalité des informations et de la totalité des pièces. On verra dans le règlement intérieur après que vous avez la possibilité d'informer vos élus des lieux et jours de la possibilité de consultation des pièces qui leur permettront de pouvoir délibérer de façon impartiale et avec tous les éléments. Petite différence, je commence à le dire, suivant la strate où l'on est, pour les communes supérieures à 3500 habitants, il y a une obligation, je dis bien une obligation, conforme au CGCT, de mettre une note explicative de synthèse, une NES, jointe à l'ordre du jour du conseil municipal. Chaque ordre du jour, chaque délibération, chaque sujet doit avoir une NES qui va permettre d'éclairer les élus avant qu'ils se positionnent. En cas d'absence de NES, idem, nullité du conseil. Petite possibilité sur laquelle je vous invite à éviter fortement. Le juge pourrait ne pas vous sanctionner si vous rajoutiez une délibération à l'ordre du jour à partir du moment qu'elle pourrait être vraiment rattachée à un point à l'ordre du jour déjà inscrit. D'accord? Je suis désolé, je ne peux pas être plus clair parce que la jurisprudence n'est pas extrêmement claire. Mais je le dis en conseil, évitez de faire ça. D'accord? Prévoyez bien un ordre du jour détaillé, précis pour votre conseil municipal. Sur l'ordre du jour, c'est le maire qui en reste le maître. C'est lui qui dit et qui définit les sujets qui vont être abordés. En parallèle, les conseillers peuvent proposer des points de l'ordre du jour au maire, qui a la liberté de les refuser, mais en cas de refus, il devra justifier celui-ci.
Sur les questions orales ou diverses, on verra tout à l'heure les questions orales. Les questions orales, c'est des éléments sur lesquels des conseillers pourraient vous questionner en fin de réunion du conseil, de possibilités. Soit vous le prévoyez, moi je vous invite de le prévoir dans le règlement intérieur, c'est-à-dire que le maire peut se donner la possibilité de répondre à la dite question au conseil suivant, où vous avez la liberté de répondre du tac au tac si vous avez la totalité des éléments en votre possession. Il n'est pas choquant pour moi de prévoir dans le règlement intérieur la possibilité de répondre au conseil suivant, à partir du moment que suivant le dossier qui va vous être, la question qui va vous être posée par rapport à un dossier, ne pas avoir les éléments de réponse à l'instant T. Concernant les questions diverses doivent être des sujets qui sont abordés, qui sont mineurs. D'accord ? Je vais vous donner un exemple tout bête. Le juge vous sanctionnera si vous évoquez un vote d'une délibération relative au budget sans en avoir mis dans l'ordre du jour et que vous la traitiez à la question diverse. Les éléments majeurs doivent bien apparaître dans l'ordre du jour. Un point voté en question diverse que le juge estimerait être majeur pourra être retoqué du fait qu'il n'apparaisse pas bien dans l'ordre du jour. Concernant les NES, je vais faire une petite précision. Donc, je l'ai bien dit tout à l'heure, elle concerne les communes supérieures à 3500 habitants. Une seule exception pour les autres communes, vous pourriez être obligé de faire une NES si vous devez débattre d'un sujet relatif à un établissement classé. Mais ce n'est plus le CGCT qui fait référence à la NES, c'est le Code de l'environnement qui impose cette obligation. L'idée est de permettre dans la NES d'informer, d'éclairer les élus sur le sujet. Votre NES doit avoir 3 orientations, j'oserais dire. La première, elle doit être adéquate, c'est-à-dire qu'elle doit correspondre. Elle doit éclairer l'élu. Elle doit être loyale. Quand je dis loyale, elle ne doit pas influencer l'orientation du vote des élus. Et elle doit être adaptée au sujet. Il faut qu'elle montre non seulement les éléments juridiques, mais aussi les enjeux de ce point qui est débattu. Oui, je fais une réponse à Madame Madio. Les élus doivent donner l'accès aux éléments aux élus pour que les élus puissent avoir les informations qu'ils jugeraient nécessaires en vue du conseil municipal. Le juge pourrait sanctionner une délibération si la NES n'était pas conforme aux 3 points que je vous ai donnés, à savoir adéquate, loyale et adaptée. Logiquement, les services administratifs sont habitués à ce type de rédaction et ne commettent pas ces impairs. J'irai un petit peu plus vite sur ces 2 slides qui vont se suivre. Ce sont sur les convocations spécifiques du conseil municipal. Vous savez que notre vie communale est rythmée par des obligations de vote à des périodicités réglementaires et légales, actuellement un peu plus flexibles du fait du Covid, d'accord ? Cependant, je vais vous donner quand même un certain nombre d'éléments d'informations qui sont importants, outre ces dates, en particulier pour les communes qui ont un débat d'orientation budgétaire, sur le délai que vous avez entre ces parties. Le juge estime que le débat d'orientation budgétaire doit se faire dans un délai assez court avant le vote du budget. Exception faite de cette année où on avait la possibilité de faire les deux le même jour, du fait du Covid, pardon. Le juge estime que le délai de 2 mois entre le DOB
Et le vote du budget est un délai raisonnable. Si le délai est supérieur, il estimera que le débat n'a pas eu lieu. D'accord? Petit rappel, lors du débat d'orientation budgétaire, il faut faire un vote. On ne vote pas le débat d'orientation budgétaire, on ne vote pas le budget là. On vote simplement le fait que le débat a bien eu lieu et c'est bien tenu. On fixera aussi un certain nombre de modalités relatives au DOB dans le règlement intérieur. Je reviens sur un élément de la slide précédente, sur le compte administratif. Vous savez que le compte administratif doit être présenté en conseil municipal et à ce moment-là, le maire doit sortir. La grande question est de savoir est-ce que c'est le maire actuel ou est-ce que c'est son prédécesseur, si le prédécesseur siège pour diverses raisons encore dans le conseil. À mon sens, pour éviter, puisque la jurisprudence n'est pas extrêmement claire là-dessus, il vaut mieux que les deux sortent. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que le maire en exercice est le maire, d'accord? Et il y a bien une continuité du maire qui s'appelle Pierre, Paul ou Jacques, il y a bien une continuité de maire. Et celui qui était avant, c'est bien son compte administratif qui va être voté. Donc, petite préconisation, il vaut mieux que les deux quittent la salle. Petit rappel suivant sur un élément essentiel du conseil municipal, le quorum. Parce que pour pouvoir délibérer de façon réglementaire, il faut qu'il y ait un minimum de conseillers présents. L'idée, c'est que les délibérations doivent être, pour être valables, il faut qu'elles soient adoptées par la majorité des membres du conseil municipal. Comment on vérifie le quorum? Je vous ai donné deux exemples pour que vous voyez bien. Premier exemple, un conseil municipal a 12 membres. Le quorum est à 7. D'accord? La moitié, c'est 6, donc ce n'est pas valable. C'est au-dessus, donc c'est 7. À 19, la moitié serait à 9,5. D'accord? Donc, au-dessus, c'est 10. Le quorum, il se calcule sur les membres physiquement présents, pas ceux qui sont représentés, pas ceux qui ont donné une procuration. Comment on calcule le quorum? On le recalcule toujours à chaque sujet abordé, dès que le sujet est mis à l'ordre du jour, pas au vote. D'accord? On regarde le quorum dès qu'un sujet va être abordé au conseil municipal. S'il n'y a pas le quorum, à ce moment-là, le conseil municipal ne peut pas se tenir. S'il ne peut pas se tenir, il est reconvoqué dans les 3 jours francs en reprécisant l'ordre du jour et en mettant bien dans la convocation qu'il s'agit d'une reconvocation du fait d'une absence de quorum sur le conseil municipal présent. Et à ce moment-là, la nouvelle réunion qui va se tenir n'a plus besoin de quorum. Petit élément aussi pour que vous l'ayez en tête, le maire peut à tout moment suspendre, pardon, pas le maire, le président de séance, on va voir que régulièrement, c'est le maire. D'accord? Le président de séance peut suspendre à tout moment le conseil municipal. Ça veut dire que si les services ou le maire s'aperçoit que le quorum n'est plus présent, il peut, à ce moment-là, suspendre le conseil pendant quelques minutes pour faire rappeler un certain nombre de conseillers en vue que le quorum soit présent. L'autre précision, c'est que si le quorum est perdu au cours de la réunion du conseil, quand on reconvoque le conseil, on précise bien évidemment à l'ordre du jour que les délibérations qui n'ont pas pu se tenir du fait de l'absence de quorum. Maintenant, on va voir qui fait quoi. Je vous ai dit que la convocation était faite par le maire. Il y a une présidence à chaque conseil.
généralement, il s'agit du maire, d'accord? Mais en cas d'absence de celui-ci, empêché, le maire peut laisser présider un de ses adjoints ou un autre élu. Petite précision, vous l'avez vécu il y a quelques jours pour ceux qui ont été élus au 15 mars et qui ont été pour les conseils qui ont été mis en place. C'est bien le doyen d'âge qui a présidé la partie de la séance du conseil qui a permis d'élire le maire. L'une des principales missions du président de séance, c'est de s'assurer de la police de l'Assemblée. L'autre personnage du conseil municipal, si je peux me permettre, c'est le secrétaire. Le secrétaire étant un élu du conseil municipal. D'accord ? Le secrétaire de séance ne peut pas être un fonctionnaire. Le secrétaire de séance peut avoir par contre un auxiliaire qui lui peut être un fonctionnaire. Mais il sera de la responsabilité de la rédaction du procès-verbal du conseil, celle-ci devra être assurée par le secrétaire. Le secrétaire est désigné par le conseil municipal. Il peut être proposé par le maire, mais ce n'est pas le maire qui désigne le secrétaire, c'est bien le conseil municipal. Il n'est pas possible de délibérer une fois pour toutes ou d'inscrire dans un règlement intérieur que le secrétaire, c'est monsieur ou madame un tel. À chaque réunion du conseil municipal, on doit désigner ce secrétaire. Celui-ci, bien évidemment, peut être toujours le même. Petite information que je redirai tout à l'heure, en début de conseil, même s'il n'y a rien d'écrit, si ce n'est qu'il faut le faire dans le conseil, mais souvent en début de conseil, dans 99% des communes, on vote tout d'abord le procès-verbal de la séance précédente. D'accord ? Je le dis, il n'y a pas de précision disant qu'il faut le faire en début de conseil, mais je le préconise. On verra tout à l'heure qu'est-ce que c'est que le procès-verbal. La séance paraît le même. Je l'ai dit, la séance est publique. D'accord ? Ça veut dire que, hors période du Covid, où nous le vivons une démocratie un peu spécifique, et là aussi, je le dis, le fameux huis clos spécial Covid, je ne parle pas du huis clos de façon générale. Le huis clos Covid est encore pendant quelques temps prolongé. Je rappelle qu'est-ce que c'est que le huis clos Covid ? C'est le huis clos qui permet d'avoir uniquement dans la salle où se réunit le conseil que les élus, à partir du moment que vous retransmettiez en direct sur le site de la ville ou sur un réseau style Facebook, la séance du conseil. Petit élément aussi, pour un certain nombre de communes, la retranscription est faite constamment. Petit rappel aussi, rien n'interdit d'enregistrer le conseil afin de permettre d'avoir une meilleure retranscription des débats qui ont eu lieu, ou style à Carcassonne par exemple, où c'est une société privée qui nous rédige les procès-verbaux des conseils. Je le dis aussi, puisque ça a été pendant quelque temps un petit peu le sujet de débat, est-ce que quelqu'un, j'ai bien dit quelqu'un, peut enregistrer sur son smartphone la séance du conseil? Oui. Étant donné qu'elle est publique, rien n'interdit de l'enregistrer. La jurisprudence montre qu'il n'y a pas de droit à l'image. La jurisprudence dit qu'il est interdit de délibérer dans ce sens, qu'on ne peut pas prendre un arrêté municipal d'interdiction, ou que l'on ne peut pas non plus inscrire dans un règlement intérieur qu'il est interdit d'enregistrer la séance.
Donc oui, elle doit être publique. Le seul motif qui vous permettrait d'interdire cet enregistrement, c'est si la personne troublait, perturbait la séance du conseil municipal. À ce moment-là, ce n'est pas parce qu'il enregistre, entre guillemets, c'est uniquement parce qu'il perturbe la séance du conseil. Ça veut dire que le président de séance a non seulement la police de l'Assemblée, mais aussi la police de la salle. Là aussi, seuls les élus peuvent prendre la parole et intervenir au conseil municipal. Le public n'a pas le droit de participer. Le seul élément qui pourrait être toléré, c'est si le président de séance avait suspendu et laissé parler une personne. Mais on verra tout à l'heure qu'il y a une possibilité, si vous le souhaitez, d'avoir une démocratie participative, une démocratie de proximité. Mais à mon sens, malgré tout, le conseil municipal doit rester quelque chose d'important. Ce n'est pas le café du commerce, d'accord? On ne peut pas tout se permettre en conseil municipal. Là aussi, sur l'illustration que je vous montre, elle prouve une perturbation d'un conseil municipal où le président de séance a appelé la police municipale pour faire évacuer une partie de la salle ou la totalité parce qu'il a estimé qu'il y avait une perturbation de celui-ci. La jurisprudence montre que l'intervention du président doit être proportionnée à l'événement qui se passe. Si par exemple quelqu'un prend la parole, il est plus judicieux de lui rappeler qu'il est interdit à part aux membres du conseil d'intervenir en séance que de l'expulser immédiatement. D'accord? Il faut que ça soit proportionné. Par contre, si il y a expulsion, étant donné qu'il s'agit d'un pouvoir de police, comme je l'ai dit, vous avez le droit de faire intervenir la police municipale. Je vais rentrer là sur une précision relative au huis clos. Je parle bien du huis clos qui est prévu dans le CGCT, dans son article 21-21-18, le huis clos classique. Qu'est-ce que c'est que le huis clos? Ça doit être un cas exceptionnel. Vous pourriez être sanctionné si à chaque réunion du conseil municipal, celle-ci se tenait à huis clos. Le huis clos doit être l'exception puisque le conseil municipal est une réunion publique. Le huis clos ne peut pas être prévu dans la convocation. Pourquoi il ne peut pas être prévu? Eh bien, tout simplement parce que le huis clos classique, je ne parle pas bien sûr du huis clos du Covid, le huis clos classique est voté. Et pour être voté, il doit être demandé soit par 3 conseillers municipaux, soit par le maire. Si le cas se présente, il n'y a pas de débat. La demande de huis clos est mise immédiatement au vote. Si elle est acceptée, le public doit quitter la salle. Si le conseil municipal est enregistré ou filmé, il doit être suspendu. Cependant, une exception peut être faite pour les fonctionnaires ou une personne qui pourrait intervenir au conseil municipal à la demande des élus. Qu'est-ce que c'est que cette personne? Je le rappelle que le maire a la possibilité de faire éclairer un sujet, soit par un fonctionnaire, soit par une personne sachante, compétente. Je vais vous donner un exemple simple. Sur le budget, par exemple. Vous pourriez estimer que votre responsable ou votre secrétaire de mairie, votre directeur des finances, interviennent pour animer, j'oserais dire, une partie de la présentation du budget. Un autre cas, vous avez une difficulté financière dans votre collectivité
vous avez mandaté un cabinet pour vous suivre, par exemple, sur une dette, vous avez la possibilité de demander à un représentant de ce cabinet de venir pour expliquer les évolutions et les mesures qui ont été prises. Si vous avez décidé un huis clos, ces personnes peuvent rester. Je redis, le huis clos doit être voté obligatoirement. Donc, cette délibération apparaîtra dans le registre. Et il doit être dans des cas exceptionnels. Ce n'est pas la règle. Un cas exceptionnel, c'est si on doit voter quelque chose où il peut y avoir une pression physique de la population qui entraînerait une orientation de vote pas qu'on pourrait estimer conforme et qu'elle serait faite par cette menace, je mets le mot entre guillemets, du public, à ce moment-là, oui, on peut décider le huis clos. Excusez-moi, je reviens sur une précision que j'ai oublié de faire, mais que j'avais inscrite sur une slide par rapport au public. Vous n'avez pas la possibilité de restreindre à une certaine catégorie de public. Je m'explique. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, que la presse sera interdite de réunion du conseil municipal. D'accord ? Vous ne pouvez pas dire dans une délibération, un arrêté ou dans un règlement intérieur que seuls les habitants de votre commune pourront participer aux réunions du conseil municipal. Ça, c'est interdit. Par contre, vous avez la liberté de réglementer le nombre de personnes dans la salle. En cette période, encore plus du fait du Covid, mais de façon générale, tout simplement parce que la salle du conseil municipal est sûrement un ERP et elle doit accueillir un nombre limité ou un nombre réglementé de personnes. Je reviens sur ma police de l'Assemblée. Premier élément, le maire seul a la police de l'Assemblée. Je vais préciser, le président de la séance a la police de l'Assemblée, en fait, même si on est bien d'accord que très régulièrement, c'est le maire. Il doit prendre les mesures proportionnées et correspondantes aux difficultés qui peuvent se présenter lors de la réunion du conseil. Il a le droit d'expulser la totalité ou une partie du public. Et il a une obligation de faire stopper ou d'intervenir si des propos injurieux ou diffamatoires sont dits aussi bien par le public que par un autre élu. La collectivité pourra en être responsable juridiquement si le président de séance n'intervient pas quand il y a ce type d'injure ou de diffamation. Tout acte répréhensible doit entraîner obligatoirement une intervention du président de séance. Le président de séance doit faire respecter cette police. Il dirige les débats. Il veille à ce que les débats soient courtois, que chacun puisse s'exprimer en fonction des modalités prévues, soit par une délibération, soit dans le règlement intérieur, on le verra tout à l'heure. Et il saisit le procureur de la République à partir du moment où des éléments répréhensibles se sont déroulés. Dans les communes supérieures à 1000 habitants, un règlement intérieur, qu'on verra tout à l'heure, est obligatoire. Dans les communes inférieures à 1000 habitants, il y a la possibilité d'en faire un ou de délibérer. L'idée du règlement d'intérieur n'est pas de faire un déni de démocratie, mais il est d'organiser le débat, entre autres, lors des séances du conseil municipal. Dans la police qu'il a de l'Assemblée, le maire peut suspendre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le conseil municipal lorsqu'il le souhaite. C'est lui qui va ouvrir la séance et c'est lui qui va la fermer. Lorsqu'il va faire une suspension de séance, il devra s'assurer
qu'entre la suspension et la reprise, le délai est raisonnable. Qu'est-ce que c'est qu'un délai raisonnable? Je ne peux pas vous répondre. C'est un élément court. Ce que je peux vous dire, qu'est-ce que c'est un délai non raisonnable pour un juge? Je vais donner une jurisprudence. Tout simplement, un maire qui avait convoqué une réunion du conseil municipal un soir à 18 h, qu'il a suspendu à minuit 30 et qu'il a fait reprendre le lendemain à 18 h, le juge a estimé que ce n'était pas une suspension, mais que c'était un nouveau conseil municipal. Donc, les sujets non abordés dans le conseil municipal de la première partie ont été caducs. Lorsqu'il y a une suspension de séance et que des sujets n'ont pas été abordés, le maire doit reconvoquer dans les délais légaux qu'on a vus en début une nouvelle séance du conseil municipal et il devra remettre l'ordre du jour des sujets non abordés. Le vote dans le conseil municipal. J'ose dire qu'il y a deux types de vote. Le premier, qui est le vote classique, et le vote public, c'est-à-dire le vote à main levée. Si on en revient à l'origine des textes, qui était plutôt levé, c'est-à-dire que les élus se levaient qu'on les comptait comme ça. Cependant, il y a la possibilité, à la demande du tiers des membres présents, de faire un vote à bulletin secret. Pour faire un vote à bulletin secret, il faut qu'il y ait la demande d'un tiers des membres présents. À l'exception du vote du maire et des adjoints, qui, d'après le Code général des collectivités territoriales, doit s'effectuer toujours à bulletin secret. Lorsqu'il y a vote, la délibération est adoptée à partir du moment où elle obtient la majorité des votes. Je rappelle qu'il y a la possibilité de donner un pouvoir à un autre élu, exception de la période de Covid qui vous permet d'avoir de pouvoir. Sinon, c'est un pouvoir. Petit rappel aussi, le juge ne va pas estimer comme non légal de donner sur 3 séances un pouvoir. D'accord ? Au-delà, il va se poser des questions. Il s'en posera moins si médicalement c'est justifié, bien évidemment. Le vote. En cas d'égalité des voix, la voix du président de séance est prépondérante. Bien évidemment, j'ai bien dit la voix du président de séance. Ça veut dire que si par hasard le maire n'est pas là, que le premier adjoint préside la séance du conseil, que le maire a donné sa procuration à son deuxième adjoint. En cas d'égalité des voix, la voix prépondérante n'est pas celle du deuxième adjoint qui a la procuration du maire, mais elle est celle du premier adjoint qui est le président de la séance. Idem pour le vote à bulletin secret. Il n'y a pas là de voix prépondérante. Même si le maire a annoncé par avance l'orientation de son vote, à bulletin secret, on ne peut pas savoir qui a voté quoi. Donc, en cas d'égalité des voix à bulletin secret, la délibération est considérée comme refusée. Idem en cas d'égalité des voix à main levée. Seul cas de figure où il y a une adoption, en cas d'égalité, c'est lorsqu'on vote pour le maire ou pour les adjoints, puisque je vous rappelle que conformément à la loi, c'est le plus ancien qui est considéré comme élu. La procuration, j'y reviens, la procuration peut être donnée en début de conseil, c'est-à-dire si un élu n'est pas là sur la totalité du conseil, ou à tout moment, si un conseiller doit quitter la salle, on peut donner la procuration. Je redis, étant donné qu'on calcule le quorum en début de sujet, quand on met le sujet à l'ordre du jour. Un élu qui aurait quitté la salle du conseil
pendant le vote et qui n'a pas donné de pouvoir, on considérera son vote comme abstention. La transmission des actes à la préfecture. Je vous rappelle qu'on a une obligation de transmettre un certain nombre d'actes aux préfectures, deux possibilités, soit on l'amène physiquement, soit, période du Covid, on l'envoie par mail pour les préfectures qui le permettent, soit, pour les communes les plus modernisées et ceux qui vont être dans l'avenir, on le transmet de manière dématérialisée par l'intermédiaire du système que je vous présente en petite slide. Là aussi, je rappelle qu'il y a une obligation d'affichage des actes pour qu'ils soient valables et applicables, qu'ils soient notifiés aux intéressés. Petit rappel, vous l'ayez, c'est la dernière mise à jour, au 27 décembre 2009, des actes qui sont transmis en préfecture pour ce qu'on appelle le contrôle de légalité, qui se fait a posteriori. Alors, procès verbal et compte rendu. Déjà, définition. Qu'est-ce que c'est que le procès verbal? C'est établir et conserver les faits et les décisions des séances du conseil municipal. Il doit être rédigé de façon la plus complète possible, avec l'ensemble des précisions nécessaires et mentionner les affaires traitées et les votes. Le compte rendu, lui, il retrace les décisions prises par le conseil municipal sur les affaires traitées en fonction de l'ordre du jour. Sans détailler les débats, il doit y apparaître les orientations des votes. Le procès verbal est sous la direction du secrétaire. Il est mis au vote, très souvent, comme je vous l'ai dit, en début de séance du conseil municipal, où chaque conseiller a la possibilité de demander une modification du texte s'il estime que les propos retranscrits ne correspondent pas à ce qu'il a énoncé ou qu'il y a une erreur sur l'orientation du vote qui a été effectué. Alors que le compte rendu est sous la responsabilité du maire. Premièrement, il n'y a pas de règle de rédaction du procès verbal. Comme je vous l'ai dit pour la convocation, il n'y a pas un CERFA type. Par contre, il y a des éléments indispensables qui doivent apparaître. La date de la réunion, le nom du président de séance, le nombre de conseillers présents ou représentés, la désignation du secrétaire, l'ordre du jour, les décisions prises, ainsi que le nom et les directions de vote des élus. Cet élément est indispensable. Alors, est-ce qu'il doit y avoir un compte rendu? Parce que pour certains, il y a vraiment une approximation, peu de différence entre les deux. Alors, oui, sur le principe, bien sûr qu'il doit y avoir les deux, puisque le code prévoit les deux éléments, puisqu'il y en a un qui est sous la responsabilité du secrétaire, l'autre sous la responsabilité du maire. Et on prévoit bien un procès verbal et un compte rendu. Cependant, la jurisprudence dit qu'à partir du moment qu'il n'y a qu'un seul document, celui-ci doit retracer la totalité des événements. Donc en gros, c'est le procès verbal qui retrace non seulement les débats, l'ordre du jour et la direction des votes. D'accord ? Du fait aussi de la transmission, du fait que les éléments, le conseil municipal est public, il y a une obligation d'affichage de la totalité des éléments réalisés, mais aussi la possibilité du public, des usagers, de saisir la collectivité pour avoir une copie de ces éléments. Les personnes qui peuvent saisir sont aussi bien des personnes physiques que des personnes morales. Exemple, personne morale. Vous prenez une délibération sur la TLPE, la taxe locale de la publicité extérieure.
qui va impacter les entreprises. C'est elles qui vont vous saisir, pour avoir une copie de la délib. Et vous avez une obligation de leur donner. En cas de refus, c'est la CADA, la Commission d'accessibilité des documents administratifs, si je ne me trompe pas, qui vous imposera de donner les documents. Le compte rendu de la séance doit être affiché à la porte de la mairie, sur les panneaux d'affichage, dans la huitaine, et pour une durée d'au minimum 2 mois. En cas d'oubli de l'affichage sur la huitaine, ça entraînera un décalé des droits de recours. D'accord? Je fais un petit rappel, depuis la période du Covid, votre panneau d'affichage de la mairie peut être aussi un support web, puisque vous savez que vous avez la possibilité depuis le Covid d'afficher aussi sur votre site internet et que c'est légal. Pour illustrer ce que je viens de vous dire, je vais vous présenter un modèle de registre de délibération. Alors, pardon, je suis allé vite sur la première slide, qui rappelle les modalités de transfert et de publication des actes. Un exemple du registre des délibérations de la ville de Carcassonne. Cette première page vous retrace une partie des élus avec leur date d'élection. Ici, les présents avec les signatures, et surtout celle-là qui est la plus parlante et la plus intéressante à mon sens. C'est une délibération du conseil municipal de la ville de Carcassonne avec, sur la c'est un registre, comme tous les registres, ils doivent être numérotés, reliés, donc il y a des modalités de présentation du fait de la reliure qui prévoit à gauche une marge un peu importante. Numéroté, donc vous le voyez, c'est la page 14 de ce registre. Il y a une obligation de le parapher, donc c'est au maire ou à un fonctionnaire à qui il aura donné la délégation pour le parapher, à savoir dans ce cas-là, c'était Madame Claude de Collin qui à l'époque avait cette délégation. Donc, la délibération, d'abord, on rappelle que c'est la mairie de Carcassonne, qu'il s'agit d'un extrait du registre, la date de la séance, le numéro de la délibération, à savoir ici la 6 de la séance du 10 décembre, le sujet de la délibération, le nombre de conseillers en exercice, le nombre de conseillers présents, le nombre de votants, la date de convocation du conseil municipal, qui est une des pièces jointes du registre, et en dessous, le nom du président de la séance, à savoir dans ce cas M. Gérard Lara, qui est le maire, les élus présents, les élus excusés, donc représentés, et les élus absents, et le nom du secrétaire de séance, à savoir M. Édouard Jourdan, conseiller municipal. Le sujet évoqué et en fond, l'orientation du vote. La délibération a été signée par le maire, transmise à la préfecture et publiée par affichage avec les dates. Monsieur Christophe Ricobonnet, j'ai une question sur le chat à vous poser. Je vous écoute. Alors, il y a une élue qui nous dit la préf m'a dit l'inverse. Pour les délibs, les administrés peuvent venir les consulter en mairie et s'ils souhaitent des photocopies, ils doivent les payer. Vous en pensez quoi? Alors, que je n'ai pas été clair, pardon. Je l'ai mis, je reviens là-dessus. Voilà. Hop, là. Je suis passé peut-être un peu vite. En fait, ils doivent les payer, oui, puisque depuis une dizaine d'années, on n'a plus le droit de donner gratuitement les copies des documents. On peut les donner gratuitement à partir du moment où ils sont sur un support numérique, c'est-à-dire soit envoyé par mail le document, soit que l'usager vienne avec une clé USB et qu'il le télécharge. Après, sur le principe, vous devez avoir pris une délibération fixant le montant de la photocopie et de ce fait, et souvent on ne le fait pas, en particulier dans les plus petites communes, parce qu'il faut avoir une régie pour encaisser la photocopie et faire la photocopie du document. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question de la personne? Donc, oui, sur le principe, la photocopie, la transmission est payante.
Très bien. Merci. Règlement intérieur. Premier élément. Obligatoire dans les communes supérieures à 1000 habitants, facultatif pour les communes inférieures à 1000 habitants. S'il n'y a pas de règlement dans la commune de moins de 1000 habitants, vous avez la possibilité, et j'invite fortement à la prendre, d'adopter une délibération qui va fixer les modalités d'intervention et de réglementation du Conseil. Il me paraît malgré tout plus simple de faire un règlement intérieur, même dans les plus petites communes. À défaut d'adoption d'un nouveau règlement intérieur, c'est le précédent qui fait foi. Une fois le règlement adopté, il devient obligatoire et il s'applique. Un règlement intérieur ne peut pas, bien évidemment, avoir des éléments à l'intérieur qui sont opposés aux textes et aux réglementations en vigueur, bien évidemment. Par exemple, alors j'irai un peu vite parce que si j'ai bien entendu les strates des communes qui sont représentées aujourd'hui concernant les groupes de l'opposition, c'est un peu différent dans les plus petites communes, donc j'irai un peu vite. Mais ça peut permettre aussi, dans le règlement intérieur, de fixer les modalités d'intervention lors des séances du conseil municipal, mais aussi dans les supports de la collectivité où on fixe les modalités d'intervention de l'opposition. Vous avez la possibilité de mettre dans votre règlement intérieur une obligation pour les conseillers de s'inscrire en amont à l'ordre du jour sur des interventions qu'ils souhaitent faire. Le juge ne vous sanctionnera pas à partir du moment où votre règlement intérieur prévoit un délai court. Très souvent, il faut qu'ils s'inscrivent dans les 24 heures, pas trop en amont. Sur le sujet, d'accord ? Je n'ai pas dit qu'ils doivent vous poser par écrit la question. Sinon, c'est des questions écrites, d'accord ? Ils doivent s'inscrire sur le sujet et vous avez l'obligation de les laisser parler, de s'exprimer là-dessus. Je le dis aussi, ce n'est pas pour moi un déni de démocratie si on met en place un certain nombre de modalités d'intervention des conseillers municipaux. L'objectif est quand même de garder cette possibilité de chacun d'intervenir. Il est bien logique et évident que c'est le maire qui aura le dernier mot sur le sujet. Dans le règlement intérieur aussi, on parlait après de la consultation des pièces, c'est là où vous pouvez fixer les modalités de consultation des documents relatifs à un conseil municipal, les ouvertures du secrétariat ou à quel lieu on peut les consulter. Je vais un peu plus vite là-dessus puisqu'il s'agit des communes supérieures à 3500 habitants. Cette obligation dans le règlement intérieur de mettre une modalité d'organisation du débat d'orientation budgétaire. J'irai encore plus vite là-dessus puisque c'est pour les communes supérieures à 50 000 habitants. Je le dis aussi dans l'idée du règlement intérieur, il faut qu'il soit assez simple et que ce ne soit pas, si j'oserais dire, une usine à gaz. Il faut que ce soit quelque chose de fluide. Les commissions. Vous savez que vous avez la possibilité de créer diverses commissions. Soit elles vont durer sur la durée du mandat. C'est souvent les commissions relatives au conseil municipal, la commission des finances, les commissions sur l'éducation, la jeunesse, la culture. Vous avez la possibilité de fusionner diverses commissions pour éviter qu'il y ait une réunionite aiguë dans votre collectivité. Mais vous avez aussi la possibilité de créer des commissions sur une durée. Je vais prendre l'exemple, par exemple, d'une volonté de création de pistes cyclables. Vous pourriez créer une commission qui va regrouper des élus qui vont travailler sur la création des pistes cyclables et qui prendrait fin, bien sûr, à l'achèvement des travaux ou en amont des travaux. En parallèle de ça, vous avez la possibilité de créer des commissions extra-municipales. Les commissions extra-municipales sont des commissions qui vont prendre non seulement des élus du conseil municipal, mais des personnes qui auront été désignées dans une délibération et qui vont permettre au maire d'avoir une vision un peu plus large du sujet. Je reviens sur mes pistes cyclables. Vous pourriez créer une commission comprenant des élus et aussi des représentants ou le président de l'association de votre commune qui s'occupe de cette partie. Je vais citer un exemple qui va vous faire sourire sûrement ou pas.
Il y a Carcassonne, où il y a une commission extra-municipale taurine, puisque Carcassonne est une ville de tradition taurine, qui aide et qui permet au maire d'avoir une vision avant de délibérer, de choisir sur tous ces événements. Je vais très vite sur la commission d'appel d'offres, tout simplement parce que là, ça est assez explicite à mon sens, et en plus, vos services sont habitués à les composer et à leur donner leur sens. Vous avez là les modalités de participation et de répartition des postes dans cette commission. Je fais une petite précision, j'y reviens, que les commissions ont soit une durée courte, soit une durée longue, et vous pouvez à tout moment de chaque conseil créer ou supprimer des commissions. Logiquement, dans les commissions, on met des élus de la majorité de l'opposition, elles doivent être proportionnées. L'idée de la commission, elle est présidée par le maire ou par son représentant. Dans le règlement intérieur, vous fixez les modalités de fonctionnement de la commission, les délais de convocation de celle-ci, les modalités d'organisation et de travail de ces commissions. Vous avez la slide qui vous donne ces éléments. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, l'idée des commissions, c'est qu'il n'y a pas de sujet restreint. Vous avez à venir et de faire travailler sur la totalité des sujets que vous estimerez nécessaires. Pour terminer, j'irai un peu plus vite sur l'opposition. Donc, je crois qu'il faut être content des fois d'avoir une opposition. Ça vous permet aussi d'avoir des échanges à partir du moment où ils sont cordiaux, positifs pour la vie de votre commune. Dans le règlement intérieur, vous pouvez fixer les modalités de fonctionnement des groupes de votre opposition et les modalités d'intervention. Voilà, j'espère avoir été assez précis dans le délai qui m'était imparti sur cette thématique. J'oserais dire que vous devez utiliser le conseil municipal comme le prévoit l'essence de la loi. C'est une arène de débat, c'est l'arène du maire, c'est où il va exposer, développer, informer sa population de son orientation par l'intermédiaire des délibérations et des sujets qu'il va mettre à l'ordre du jour. Vous pouvez jouer stratège lors de votre conseil municipal. Je vais citer un exemple, celui de Carcassonne, où dans son programme électoral, le maire avait prévu la création d'un parc aqualudique pour 2018. À partir de 2015, il a mis régulièrement des délibérations relatives à ce projet pour marteler, pendant 3 ans avant la pose de la première pierre, pour marteler ce projet, pour montrer que le cap qu'il avait fixé, et il a utilisé cette assemblée en arène de débat et de tribune pour lui, grâce à la presse et à la gestion de son temps de conseil municipal. Voilà à peu près ce que je voulais dire sur le conseil municipal. Et j'ai une petite question qui m'a été envoyée là sur le chat. Alors, donc, il y a une élue qui pose une question. Est-ce que l'on peut rajouter des administrés en tant que consultants lorsque les commissions ont déjà été envoyées à la préfecture? Oui, mais c'est des commissions extra-municipales, donc ce n'est pas les commissions classiques, donc c'est une commission spécifique. Donc, vous pouvez rajouter, oui et non, pas la commission existante. Vous devez créer des commissions extra-municipales par délibération où vous allez mixer, si j'ose dire, les élus et les non-élus. Très bien, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions que vous pouvez poser en direct en prenant la parole? Alors, on a balayé un petit peu. Petite précision aussi, je n'ai pas mis d'exemple de règlement intérieur, mais l'AMF et peut-être même l'AD en propose régulièrement. S'il y a la possibilité peut-être se rapproche de vous, ou sinon il m'envoie un mail, puisqu'il y a mon mail sur le support pour avoir des modèles de règlement intérieur. Des fois, c'est peut-être aussi intéressant de comparer ce qui se fait ailleurs. Petite précision aussi sur le règlement intérieur.
vous pouvez adopter, si j'ose dire, si vous n'en avez pas, puisqu'il y a une obligation pour les communes de plus de 1000 habitants, un règlement que j'oserais dire provisoire, entre guillemets, qui vous permet de vous lancer, puisqu'il y a l'obligation de l'adopter dans les 6 premiers mois, d'adopter un premier règlement et ensuite d'en faire un autre un peu plus précis dans un délai un peu supérieur. Des questions? Allez, je vous donne… Attendez, j'active votre micro. Vous pouvez l'activer peut-être, Madame Magnic Reynaud. Voilà, allez-y. Poser une question. Oui, on vous entend. Je reviens avec mes commissions là. Donc, c'est déjà parti à l'après, parce que moi, on va pas faire… on est 7 conseillers à une petite commune de moins de 100 habitants. On ne va pas faire 15 commissions. Donc, ce qu'on souhaitait, c'était rajouter des administrés aux commissions déjà existantes. Donc, est-ce que ça, c'est possible? Non. Une commission classique, une commission du conseil municipal, ne regroupe que des conseillers municipaux. Donc, en fait, il faut que je crée une commission un peu… parce qu'il y en a un qui va être pour l'eau, un qui va être pour les travaux, un qui va être pour les cimetières, un qui va être… Donc, je fais une commission où je les mets tous. L'idée, c'est, si je peux me permettre, madame, l'idée, c'est quoi? C'est de faire participer de la population à la vie de votre… C'est ça. Et oui, c'est des commissions extra-municipales. Si vous voulez qu'elles aient une existence légale et officielle. Ensuite, si vous ne voulez pas arriver à ça, cette existence, c'est à vous de voir comment vous mettez en place ce que je disais après, votre démocratie de proximité ou votre démocratie participative, d'accord? Est-ce qu'il y a une obligation d'avoir une commission extra-municipale ou pas? Donc, du coup, on s'appuyait sur des gens, mais même s'ils ne sont pas dans une commission extra-municipale, ça, ce n'est pas interdit. Non, c'est votre vie de démocratie. Mais les décisions qui seraient prises dans cette réunion n'existent pas. Comme dans une commission, on ne vote pas. D'accord? Les commissions on ne vote pas. Il n'y a pas de décision prise dans une commission officielle. C'est le conseil municipal c'est au conseil municipal qu'on prend une délibération, une décision. D'accord. Donc, du coup, puisqu'on ne vote pas, on fait notre commission. Les personnes peuvent être là à titre consultatif, ceux qui ne sont pas dans la commission déclarés à l'après. Alors, une commission, la commission classique, logiquement, ne regroupe que des élus. Et Ça, j'ai compris. Oui. Ouais. Mais le problème, c'est qu'on est tous actifs, donc on ne va pas faire 15 commissions, quoi. Mais madame, par contre, rien ne vous interdit d'avoir qu'une seule commission, une seule, qui va regrouper la totalité des sujets qui vont être au conseil municipal. Ça, rien ne vous l'interdit. Comme si vous êtes sur une commune un peu plus grosse. Je vais vous prendre Carcassonne. C'est petit. Non, mais Carcassonne, je connais. Voilà, c'est 50 000 habitants. On a 12 adjoints qui ont 12 délégations, mais il n'y a pas 12 commissions. Il n'y en a que 4. À Carcassonne, la commission qui traite la jeunesse, le sport, la culture et l'éducation, pardon, c'est la même. D'accord? Et comme la commission des finances, elle est regroupée avec la réglementation. D'accord. Voilà. Non, C'est pour éviter cette fameuse réunionite aiguë. Autre question? J'attends. Vous avez une autre question, madame? Oui, mais je laisse parler d'autres. Hein. Oui, j'en ai plein. Mais vous en avez plein. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Non. Alors, madame Reynaud-Frey, une autre question. On vous redonne la parole. Est-ce qu'un conseiller municipal qui a une délégation pour s'occuper de la salle communale peut avoir comment ça s'appelle, une indemnité? Alors, c'est pas de savoir de quoi il s'occupe. À partir du moment où vous donnez une délégation à un conseiller municipal, il peut avoir une indemnité par rapport à une délégation qui a été accordée. Le volume des indemnités doit rester dans l'enveloppe qui est fixée par la loi concernant votre strate et votre nombre d'élus. D'accord. Mais si je peux me permettre, il n'y a pas une formation par rapport au… Vous ne l'abordez pas, Lucie, pardon? Attendez, redites-moi.
Sur les indemnités, On a eu hier sur le statut de l'élu déjà la visio. Ensuite, sur tout ce qui est indemnité, il faut vraiment aller consulter le guide du statut de l'élu qui est en ligne sur le site de l'AMF. Nathalie, peut-être… Pardon? J'ai tout lu déjà. Vous avez tout lu? Oui. Donc voilà, en fait, on donne une indemnité à partir du moment où on donne une délégation à quelqu'un. Vous n'avez pas trouvé réponse dans la brochure statut de l'élu? Ça, je l'avais lu. Mais la question, je donne une indemnité parce que je donne une délégation. Mais est-ce que je peux donner une délégation, par exemple, délégation de gestion de la salle communale? Est-ce que c'est pas du travail dissimulé? C'est ça ma question. Mais la question, c'est… déjà, la délégation n'est pas un travail, puisque le mandat n'est pas un travail. Et ce n'est pas un salaire, c'est une indemnité. D'accord? Donc déjà, rien que verbalement, ce n'est pas la même chose. L'idée de l'indemnité, d'après je ne vais pas faire la formation d'hier. Non, mais hier, je n'avais pas de micro et pas de caméra. C'est pour ça que je n'ai pas pu parler. D'accord. En fait, la loi permet aux élus d'avoir une indemnité à partir du moment où ils ont une délégation, puisqu'ils ont la possibilité de ne pas travailler un volume de temps, d'accord, pour pouvoir exercer cette indemnité. De ce fait, ils ne sont pas payés pendant le temps qu'ils ne font pas dans leur entreprise, leur administration ou autre. Donc, c'est pour ça qu'on donne une indemnité. D'accord. Ben là, c'est clair, c'est bon. Voilà, ce n'est pas un travail. J'en ai une autre. Allez-y. J'ai une conseillère municipale qui a à charge son frère qui est handicapé. La loi de 2019, là, engagement et proximité, prévoit que si un élu au conseil municipal a la charge soit une personne dépendante, soit quelqu'un d'handicapé, on peut lui compenser les heures, prendre en charge le salaire dans la limite du SMIC de la personne qui va venir le garder. Bon, alors ça, je sais déjà. Moi, concrètement, comment je fais? Voilà. Parce qu'après, c'est l'État, les communes de moins de 100 habitants, donc c'est l'État qui va compenser cette charge-là. Mais est-ce que je dois faire un titre tous les mois? Est-ce que c'est compensé directement? Voilà, elle est bien ma question. Hein. Excusez-moi, je suis désolé, ce n'est pas du tout mon domaine de compétence. Est-ce qu'il y a quelqu'un Oui, alors, on va, Madame Reynaud-Frey, ce qui serait bien, c'est que cette question-là, qui est assez très précise et puis qui porte un peu sur les RH aussi, on puisse la poser à un consultant de l'AMF spécialisé de ces questions. Donc, si envoyez-moi un petit mot. Toutes mes questions par écrit, parce que j'en ai… Voilà, exactement. Vous mettez vos questions. Voilà, mais ça marche aussi pour les autres élus. Quand vous avez des questions, on est là pour répondre à toutes les questions de tout ordre. Et on est bien accompagné par les services de l'AMF avec une 60aine de conseillers juridiques. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Il faut juste éviter de poser une question 1 heure avant le conseil municipal, surtout si c'est en lien avec l'ordre du jour du conseil municipal. Si vous pouviez éviter, ça serait pas mal. Après, voilà, envoyez. Donc, vous connaissez mon adresse mail, il n'y a pas de souci là-dessus, et moi je fais suivre. Mais par contre, Madame le maire a raison, c'est une des nouveautés. Oui, de la loi engagement et proximité, tout à fait. Il y en a plein, c'est pour ça. Listez. Faites-nous une liste à l'après-vert. Attention, par rapport à cette loi, il manque quand même, suivant les sujets, hein, il manque encore quelques décrets d'application. Oui, les décrets, ils ne sont pas. Alors bon. Ben, logiquement, une loi sans décret, ça ne marche pas trop. Oui, mais ça arrive. Hein. Ils sont en train de les sortir. On a eu une petite période là. Un petit Covid qui est passé par là. Voilà, il y a une petite période qui les a un peu occupés au gouvernement. Donc voilà, je sais que ça reprend là. Nous, on en a eu des textes. On n'a eu que les décrets pour les élections du 2e tour ce matin dans 10 jours. Nous, on en attend aussi. Voilà, non, ça devrait plus trop tarder tout ça. Vous avez d'autres questions sur le conseil municipal? Bon. Eh bien, merci, Monsieur Rigaud-Poney, c'était parfait. Donc, j'ai eu des questions. Vous m'avez demandé si vous aurez le PowerPoint. Donc, nous l'aurons. Nathalie nous l'a déjà envoyé. Je vous l'enverrai dans les communes demain avec l'enregistrement qui a été fait
de cette visio et de celle d'hier. On va mettre tout ça sur notre chaîne YouTube, donc AMF05. Je vous envoie les liens demain. Comme ça, vous pourrez revoir ces interventions. Donc, normalement, on se revoit la semaine prochaine avec Nathalie Dautre. Donc, on a mercredi 24 juin la responsabilité pénale et civile des élus locaux. Jeudi prochain, les fondamentaux de l'intercommunalité. Ensuite, on a encore le mercredi 1er juillet, le maire employeur. Le 2 juillet, documents d'urbanisme et planification urbaine. Le 8 juillet, marché public. Et enfin, le dernier, élaboration d'un budget, le 9 juillet. Donc, normalement, je crois que vous êtes inscrits à peu près sur toutes les sessions. Voilà, n'hésitez pas à donner les codes si vous avez d'autres élus qui souhaitent s'inscrire. Il reste de la place. Merci à tous. Je vous remercie. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Ciao, ciao. J'arrête l'enregistrement. Très bien.